C'est des grosses comédies, ça se lèche le trou de balle, ça fait des bonnes vannes antisémites comme personne d'autre peut les faire. Je suis juive, donc je peux apprécier des bonnes vannes antisémites quand elles sont faites par les bonnes personnes. Donc on commence direct par un chef-d'œuvre, Masterpiece, Les Damnés de Visconti. C'est un chef-d'œuvre et certains en parleront mieux que moi, mais je l'ai revu récemment et c'est étonnant de voir et très agréable de revoir des films de cette ampleur-là, des décors majestueux, du costume, de la musique, des acteurs, c'est huge, c'est terrifiant, mais terrifiant de beauté aussi. Silence, please. In Berlin, the Reichstag is burning. Voilà, celui-là. C'était très étrange de voir, au-delà des qualités du film, nous on était enfermés chez nous, donc la ville occupée par le Covid, et tout d'un coup la ville occupée par les nazis. Et je me suis dit une phrase très bête, je me suis dit je préfère le Covid que les nazis. C'est intéressant de voir Magnani jouer parce que c'est l'énergie, il y a une énergie qui est typiquement italienne dans les films. C'est pas des films radins, c'est pas des films en demi-teinte, on n'a pas peur ni des sentiments, ni de l'énergie vitale qu'elle incarne très bien. Et puis c'est un film sur le courage, sur l'engagement, et ça fait toujours du bien de se rappeler qu'on a le droit d'avoir un avis et de se battre aussi pour des trucs qui s'appellent comme la liberté, voilà. Et puis tout le cinéma italien, j'ai vu qu'il y avait aussi Mamma Roma, donc Pasolini, l'histoire d'une femme qui récupère son fils après des années où elle n'a pas pu s'en occuper. Dans tous ces films-là, cette époque-là en Italie, le prolétariat italien, la classe populaire italienne est très présente. Du coup d'aujourd'hui, ça possède un petit caractère documentaire ou historique qui est vachement beau dans Rocco et ses frères aussi. Dans les films de Rossellini de cette époque-là, l'espèce de Rome à demi détruite avec des terrains vagues au milieu avant la reconstruction. Donc en fait, c'est vrai que ça revêt un caractère documentaire qui m'intéresse moi, qui est peut-être pas universel, mais bon. Et puis c'est des films qui sont visuellement d'une beauté. Je veux dire, les cadres, les noirs et blancs de Pasolini, c'est sublime, quoi. Moi, ça m'a intéressé de voir ça pendant le confinement parce que je suis liée au Brésil, où j'ai tourné un film aussi. Le cinéma brésilien, qui est hyper vivant, hyper talentueux, est très mis en danger, évidemment, par Bolsonaro, et qu'on voit bien comment la politique culturelle en Italie a tué un cinéma qui a créé quand même l'histoire du cinéma mondial. Je pense que Jacques Audiard, il cite le cinéma italien, mais je pense que tous les réalisateurs du monde entier se réfèrent à cette époque de cinéma, et que c'est la politique culturelle italienne. Je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai cru comprendre ça, qui avait tué les talents, en fait, et la possibilité de faire ce cinéma-là. Alors, l'année dernière, j'ai eu la chance, le privilège d'être dans le jury Un certain regard. Nous avons donné le grand prix à La vie invisible de Ridis Gusmão, qui est, lui aussi, à mes yeux, un chef-d'œuvre absolu. C'est un mélo, l'histoire de deux sœurs qui vont être séparées et ne jamais s'en remettre. Je suis sortie, je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un film politique, mais tout ça caché dans la fiction. C'est pas un manifeste, mine de rien, c'est un film qui raconte la violence faite aux femmes. Et là, en ça, il est universel. Alors, à Cannes, l'année dernière, nous avions aussi, en sélection officielle, donc je n'étais pas dans le grand jury, mais je m'en fous, il y avait Bacurao de Kleber Mendoza Filho, qui est aussi originaire de Recife. Bacurao, c'est un film éminemment politique, c'est quand même une critique terrible de l'impérialisme américain, mais pareil, en fait, le film, il est très étrange et très dérangeant, parce qu'en fait, ça pourrait être un conte, mais un conte politique et terrifiant. Sua avó. Parece qu'elle sabia que tu vinha. J'ai vu Les Misérables, évidemment, que je l'ai vu en salle, évidemment. Film de Lajli, hyper intéressant. Il parle de la responsabilité individuelle et qu'au fond, si on se pose la question de manière politique et sociétale, peu importe d'où vient la violence, un jour le coup partira de là, un jour il partira de là, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'escalade. Bonjour, mademoiselle. Contrôle de police. Vous faites quoi, là? On attend le bus. Quoi? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? C'est à toi, ça?
Je trouve l'angle de la responsabilité individuelle est vachement intéressant parce qu'il offre une perspective de réflexion, tout ça, en plus de ses qualités cinématographiques et de ses acteurs qui sont hyper forts. Queen and Slim, alors je suis tombée amoureuse de l'acteur, mais au premier degré. Hein. Ah ouais. J'avais envie de lui écrire sur Instagram, puis je ne l'ai pas fait. Ah bah si, Parasite, oh là là, mais pourquoi vous le cachez comme ça? Ça va pas ou quoi? Chef-d'œuvre absolu. Et puis Bong Joon-ho, alors faut voir tous les films. Le cinéma coréen, enfin, asiatique en général, pour moi la grande différence c'est qu'il s'autorise un mélange des genres qui est hallucinant et que moi j'adore. Toujours pareil, le cinéma français, qui est un des plus riches du monde, hein, donc ça va, on peut le tacler parce qu'il est solide, il est parfois un tout petit peu monochrome. Le cinéma asiatique, il peut mélanger le thriller avec la comédie musicale, avec la comédie romantique. Ils s'en branlent, ils sont libres et tellement sûrs de leur sujet que formellement, ils peuvent s'autoriser beaucoup de choses. Je ne suis pas spécialiste du tout de la culture coréenne, j'ai jamais été ça, mais c'est dingue d'être aussi typiquement coréen et aussi universel. Je veux dire, l'idée de l'odeur des pauvres, on s'appelle quand même Chirac. Hein. Donc, voilà, c'est un grand film. 가만히 있어봐. 응? 야, 어디서 그 냄새가 나는데? 뭔 냄새? 김 기사님 수면. 김 기사? Ah, alors ça, une de mes idoles, Melissa McCarthy, extraordinaire, une des femmes les plus drôles du monde. Et donc Les Flingueuses, c'est mes fils qui me l'ont fait découvrir. Je pense que je l'ai déjà vu 3 ou 4 fois. Voilà. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un truc qui traînait des Robin des Bois, moi je sais plus où. Ah voilà, vous pouvez le critiquer comme vous voulez, parce que vous aurez sans doute raison, mais moi j'adore. Je vois Laurence Anyways, qui est peut-être, si on nous pose la question débile de quel est votre film préféré de Xavier Dolan, peut-être je dirais Laurence Anyways, quoique j'aurais du mal à enlever Tom à la ferme, Mommy et les autres. Évidemment, il y a plein de choses à dire sur comment il filme, comment il met en scène, il fait tout, il fait le montage, il fait les costumes, je veux dire, il y a un vrai sens du cinéma qui est hallucinant chez un garçon si jeune, mais encore plus hallucinant pour moi, c'est comment c'est possible de comprendre si tôt, si jeune, et de raconter si bien la complexité de l'âme humaine. Alors Chabrol, c'est dingue parce que, pareil, j'en ai revu beaucoup pendant le confinement. Je pense que c'est un immense metteur en scène et très bizarrement, peut-être parce qu'il était trop joyeux. On le cite rarement comme un grand maître. On dirait que, oui, c'est quelqu'un qui est là et tout. En fait, ces films, surtout dans la première partie de sa vie, on en tourne quasiment un par jour. Il y a Les Noces Rouges, Le Boucher, Que la bête meurt. C'est des films d'une irrévérence et d'une... comment dire ? C'est violent et élégant. Dans mon enfance, je suis passée à côté de Jacques Demy. Donc j'ai découvert plus tard, grâce à Honoré. Il disait, j'ai réussi mon coup si le spectateur sort de la salle un petit peu plus joyeux qu'il est rentré. Et puis, pardon, hein, mais Catherine, voilà. Aimer l'hiver, le vent, aimer les villes et les champs, aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Bon, Police, ça c'était pour me faire plaisir. Mai Wen aussi est un grand metteur en scène. Dans tous ses films, aussi profonds soient-ils, on rit beaucoup. Cette manière de dégoupiller, décadrer, décaler tout le temps que je trouve passionnante. Et puis il n'y a pas de mauvais acteurs chez Mai Wen. Elle a une allergie à tout ce qui est fabriqué, mais c'est dans son oreille, quoi. Une phrase qui ressemble à une phrase de texte appris, elle peut pas. Et donc elle nous aide beaucoup parce qu'elle décode tout ce qui est de la fabrication, de la coquetterie, du réflexe. Elle nous permet de rejoindre une certaine forme de brutalité ou de sauvagerie qui fait que on joue tous très très bien avec elle. Et j'ai hâte de voir son nouveau film. Police, bonjour madame, vous me présentez une pièce d'identité s'il vous plaît? Il pleure depuis tout à l'heure, moi je sais plus quoi faire, j'en peux plus. Vous secouez souvent? Bah oui. Et comment vous expliquez que votre premier enfant il a toujours été calme le soir et pas le deuxième? En fait, le petit, je le branle pas tous les soirs, c'est pour ça. 120 battements par minute. Ce qui m'a bouleversée, moi, quand j'ai vu le film, puisque je suis une personne âgée, née en 70, l'épidémie du sida, je l'ai vécue vraiment avec mes amis qui mouraient à 20 ans, tout ça. Et en fait, on a oublié qu'ils étaient si jeunes. Et ce que le film restitue très bien, c'est qu'ils mouraient jeunes, mais ils mouraient pas tristes. Parce qu'on n'est pas triste à 20 ans. Il mourrait en colère et il mourrait plein de vie.
Punch Drunk Love, c'est pareil. C'est un grand film. He needs me, he needs me. Je l'ai vu plein de fois. Le début de Punch Drunk Love, il est hallucinant. C'est hyper intéressant. Il y a la scène de... Bah non, faut pas. Pareil, Cassavetes, moi j'ai été nourrie, j'ai vu tous les films. Gena Rowlands est une de mes idoles. Alors si on parle d'incarnation, j'ai 3 mots de vocabulaire qui sont mes piliers, mais parce que c'est comme ça. Deneuve, Huppert, Gena Rowlands sont des femmes qui incarnent très très fort. Gena Rowlands, il y a un plan dans Opening Night où elle part de dos, c'est mollet. Il y a du réel, mais le réel n'empêche pas, encore une fois, la folie, le décalage, le lyrisme, enfin tout ça. C'est une actrice bouleversante. Alors Grimsby, c'est un chef-d'œuvre de la comédie réalisé par Louis Leterrier. Bon, Sacha Baron Cohen, moi je vendrais mon âme pour tourner avec lui. Ce mec n'a pas de limite. Et c'est le cas dans Grimsby. Oh no! Par contre, leur titre, il est nul. Je le connais, Louis Leterrier. Ah ouais. J'ai son 06. Donc, je vais lui dire que franchement, le titre était mauvais. Borat, c'est pareil. Il faut voir ces films parce qu'en fait, c'est des grosses comédies, ça se lèche le trou de balle, ça fait des bonnes vannes antisémites comme personne d'autre peut les faire. Je suis juive, donc je peux apprécier des bonnes vannes antisémites quand elles sont faites par les bonnes personnes. Pour les bonnes personnes, mais peu importe, c'est pas le sujet. Politiquement, en fait, il peut aller très très loin parce que le discours est clair. Elephant, j'adore. Elephant, je l'ai vu au cinéma, la plupart des films, je les vois au cinéma. J'étais tellement dans le film qu'à un moment, j'ai eu peur, c'est-à-dire que j'ai confondu le film avec la réalité. J'étais sûre que quelqu'un allait débarquer dans la salle. What are you doing? Just taking pictures. Can I take a picture of you? Yeah, sure. C'est un grand film. Prix de la mise en scène, il avait eu. Ok. Je suis d'accord. Et je vais être ridicule en fin de truc parce qu'à chaque fois que je vois un film, je dis que c'est mon préféré. Donc c'est comme ça en fait. De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. C'est un film de Paul Newman avec sa femme, John Woodward. C'est bouleversant. Alors déjà, formellement, c'est les années 70, c'est ces couleurs, ces cadres, ces costumes que... Bon, il y a un truc qui n'est pas explicable. Mais ce que raconte le film est bouleversant parce que c'est l'histoire d'une femme qui n'est pas cadrée, qui n'est pas cadrable. Ce monde-là, cette société-là n'est pas fait pour elle, elle n'y arrivera jamais. Elle n'est pas formatée. Et le monde n'a jamais été fait et ne sera jamais fait pour les gens qui sont un peu différents. C'est ce que raconte le film. Et elle a 2 filles. Une qui va pas être capable de se séparer de sa mère et qui va plonger dans cette folie-là. Et une autre qui va décider et s'autoriser le droit à s'en sortir. Matilda! Matilda! Where's your sister? Where is your sister? Et ce qui est bouleversant, c'est le marasme familial et c'est aussi ce monde qui est fait pour des gens qui sont capables d'avoir des bonnes notes à l'école, ok pour avoir un métier, même si ça ne les intéresse pas, mais pour être à l'heure au bureau, et pour les gens dont la fantaisie est trop forte ou qui ne sont pas capables de se soumettre complètement, il n'y a pas de place, à part l'asile. Urgence de Depardon, c'est les urgences psychiatriques. Et le regard de Depardon est absolument bouleversant sur tous les gens qui filment dans tous les films, parce que c'est un regard très droit, pas du tout un regard anthropologique, sociologique. Il n'y a jamais la supériorité de son regard sur les gens qui filment, et du coup on est vraiment en face, et c'est une manière de raconter à travers le temps l'humanité ou des formes d'humanité. Tous ces films, il faut voir. Il y a un coffret Depardon, je pense. Et puis maintenant, je pense que vous les voyez sur iTunes. Je pense que sur la cinéthèque, iTunes, YouTube, vous avez le Bluetooth. La cinéthèque, les films de Depardon, ils sont très facilement trouvables. Et voilà, il faut les voir.